Salut les champions! En mars 2005, la TNT, la télévision numérique terrestre, arrive en France. Le groupe M6 lance alors une nouvelle chaîne de télévision spécialisée dans le contenu musical, W9. Lors de la première semaine de diffusion, la chaîne programme le concert Live at Slane Castle du groupe américain, les Red Hot Chili Peppers. Quelques tubes du groupe tournent déjà dans mon baladeur MP3 et je décide donc de passer ma soirée devant la rediffusion du concert. Je le sais pas encore, mais ma vie s'apprête alors à basculer. Je suis sous le choc, j'ai jamais vu des êtres humains avec autant d'énergie. Il y a un mec qui envoie des couplets de rap en faisant la toupie. Il y a un géant qui tabasse une batterie, un squelette qui pratique le karaté et le sosie de Jésus qui est littéralement en transe sur chaque morceau. Non mais regardez ça! D'un coup, je ne suis plus un amateur de musique. À partir de ce moment-là, je suis un passionné. Les sons des Red Hot m'ouvrent la voie vers toute la musique des années 80 et 90. Le funk, le hip-hop, le punk, le rock. Je me mets à diguer, je télécharge des milliers de titres, je rejoins des communautés en ligne, j'apprends à jouer de la basse et je vais au maximum de concerts possibles. Oui bon, à l'époque, j'avais pas un iPhone 48 mégapixels. Au-delà de la musique, je découvre aussi une manière de voir la vie, de dépasser ses limites, de vivre ses passions à 100%. Et aussi toute la culture californienne. Je rêve d'habiter là-bas et d'ailleurs j'arriverai à le faire presque 10 ans plus tard. Ouais mais raconte pas ta vie hein. Depuis que j'ai lancé cette chaîne, je repousse le moment de vous parler de ce groupe qui a changé ma vie. Mais là je crois que c'est le moment. Je vais vous raconter l'histoire incroyable de cette bande de potes qui sont devenus parmi les artistes les plus influents de l'histoire, avec 40 ans de carrière et des succès planétaires, et ça malgré de terribles épreuves à traverser. Alors installez-vous confortablement car l'histoire des Red Hot, c'est tout de suite dans le 66e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Bon, pour que vous puissiez profiter un maximum de cet épisode, je vais passer la balle d'extraits musicaux, ce qui veut dire que la vidéo ne sera pas monétisée, mais heureusement je peux compter sur mon sponsor préféré, c'est NordVPN. Si vous prévoyez de bouger cet été, alors NordVPN, c'est l'outil qu'il vous faut. En vous connectant à un serveur étranger depuis l'application, vous pouvez faire des économies sur les réservations d'hôtels et de voitures dans tous les pays. Si vous souhaitez par exemple vous rendre à Los Angeles sur la trace des Red Hot Chili Peppers, eh bien vous pouvez vous connecter sur un serveur américain pour bénéficier des tarifs en dollars. Et NordVPN, ça permet aussi d'éviter le tracking des cookies qui augmente artificiellement le prix des transports. Oh non, mes cookies ne marchent plus. Ensuite, une fois sur place, vous pourrez vous géolocaliser en France pour continuer à profiter de vos abonnements français depuis l'étranger. Et oui, rien de mieux que de passer sa soirée à Los Angeles devant un bon épisode de Joséphine Ange Gardien. En fait, je suis Joséphine Delamare, la nouvelle, soprologue. Enfin, le VPN, c'est l'outil essentiel pour protéger votre connexion des pirates sur les réseaux Wi-Fi publics dans les hôtels, dans les restaurants ou dans les gares, ce qui peut être très utile cet été. Alors n'attendez plus et profitez de NordVPN au meilleur prix en utilisant mon lien en description. Une grosse réduction vous y attend. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. Let's go! L'histoire commence au tout début des années 70. Le petit Anthony Kiedis a 11 ans et il vit dans le Michigan avec sa mère et son beau-père Scott. Scott a un métier assez particulier parce qu'il est trafiquant d'armes. Il rentre parfois du boulot avec la chemise tachée de sang et petite déformation professionnelle, il a tendance à frapper Anthony et sa mère pour se défouler. Le petit Tony vit ça très mal et il devient lui-même violent à l'école et il enchaîne les fugues dans l'espoir de rejoindre son vrai père qui lui habite en Californie. Au bout d'un moment, sa mère finit par lâcher l'affaire et accepte que son fils déménage et en 1973, Tony s'envole pour Los Angeles. Tony débarque donc chez son père John. Après son divorce, John a pris ses quartiers à Hollywood dans le but de devenir acteur de cinéma. Il a un style excentrique, du charisme, un vrai sens du spectacle et un pseudo très stylé, Blackie Dammit. Mais en arrivant dans la maison, Tony se rend compte de quelques détails inattendus. Sur la table du salon, il y a un gros tas de billets et dans la buanderie,
de gros sachets d'herbes fraîches. Blackie est en fait surtout un des plus gros dealers d'Hollywood qui approvisionne le milieu du cinéma et le Star System. Sa maison est une plaque tournante et les soirées se finissent au milieu de la nuit avec des filles dénudées et des mecs totalement camés. Tony commence à peine son adolescence et pour lui, c'est le paradis. Quelques jours après son arrivée, il tire sur son premier joint avec son père et il va très vite se mettre à tester bon nombre de drogues différentes. Des médicaments, de l'acide, de la cocaïne et même une fois par erreur, de l'héroïne. Il brûle toutes les étapes de l'adolescence et à 12 ans, lors d'une soirée, Tony perd sa virginité avec une amie de son père. J'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. So basically, I just let him do anything he wanted. He was always exposed to debauchery and drugs and beautiful women and all the stuff that I really liked. Anthony veut tout faire comme Blackie. Il rêve d'être acteur. D'ailleurs, il réussira quelques années plus tard en jouant un petit rôle dans Point Break. Mais pour le moment, il est surtout employé dans le business louche de son daron. Il fait le guet devant la maison pendant les deals et il participe à ses premières missions d'import-export. Blackie et Tony font transiter des valises de weed en avion, puis rentrent au bercail avec des dizaines de milliers de dollars scotchés autour du torse du gamin. Et sur son temps libre, Tony se met aussi à enchaîner les vols dans les magasins et les petits cambriolages, principalement pour s'acheter sa propre weed dont il revend une partie. Malgré cet environnement instable et dangereux, Tony se démerde pour aller en cours au lycée de Fairfax, le quartier juif de LA, situé au sud-ouest d'Hollywood. Il peut pas vraiment compter sur son père pour l'emmener, du coup il fait du stop ou du skate, mais c'est un élève assidu et même particulièrement doué dans les matières littéraires. Par contre, c'est vraiment compliqué de s'intégrer dans un lycée où tout le monde se connaît et a le même style. Lui, il arrive du Michigan et il a les mêmes goûts vestimentaires chelous que son daron. Heureusement, il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Dans la cour du lycée, il aperçoit deux débiles en train de se fight. L'un d'eux est en train de porter un étranglement particulièrement dévastateur. Non, monsieur l'arbitre, il triche. Il triche. Tel un héros, Tony décide d'intervenir pour séparer les deux gars. Celui qui portait la clé de bras s'appelle Michael Balzari et il a tellement d'énergie qu'on le surnomme la puce ou Flea en anglais. Flea a aussi du mal à s'intégrer au lycée car il est immigré australien et en plus de ça, son beau-père le frappe, il fume de la weed, il aime lire des livres et voler dans les magasins. Les points communs sont trop nombreux et très vite, Tony et Flea deviennent meilleurs amis. C'est fini. Il triche. Ensemble, ils font les pires conneries et ils testent tout. Les drogues qui niquent la tête. Un jour, alors qu'ils sont en train de triper, ils se mettent à envoyer des œufs sur les passants. Un autre, ils décident de se mettre à poil et d'escalader un panneau publicitaire pour montrer leur tub. Leur quête d'ascension ne s'arrête pas là puisqu'ils prennent l'habitude de grimper sur le toit des hôtels et de plonger dans la piscine depuis le dernier étage. Un jour, alors qu'ils sont en haut d'un bâtiment de 5 étages, ils se font repérer par la sécurité. La piscine en bas est particulièrement étroite, mais ils n'ont que quelques secondes pour sauter ou ils vont se faire choper. Flea jump et atterrit in extremis dans l'eau, dans un big splash. Anthony s'élance, il réalise un magnifique saut un peu long, trop long, il va rater la piscine, il va s'écraser sur le sol. Il atterrit sur les talons, puis s'effondre par terre. Il vient de se briser le dos. Il lui faudra des mois d'hôpital pour se remettre d'aplomb. Suite à cette mésaventure, Flea et Tony arrêtent totalement de prendre ce genre de risque. C'est faux, ils reprennent dès que possible tout type de saut et de conneries plus risquées les unes que les autres. Et leur connexion, elle ne va pas s'arrêter là. En fait, Flea c'est aussi un musicien. Il a été élevé dans la culture du jazz, il prend des cours de trompette au lycée et il a récemment commencé la basse pour intégrer un des groupes de punk rock du lycée, Enzyme. Tony, lui, n'est pas du tout musicien, mais il kiffe l'ambiance du groupe et il se met à traîner avec eux, notamment avec le guitariste Hillel Slovak, aka Slim, et avec le batteur Jack Irons, Jean Ferraille, en français. Que la montagne est belle. Tony chill sur son canapé quand il entend un bruit bizarre devant la maison. Son père se lève pour observer par la fenêtre, puis il dit « Je crois que c'est des flics ». En civil. Quelques secondes plus tard, la porte vole en éclats et deux équipes de policiers armés jusqu'aux dents les encerclent. Ils mettent un coup de cutter dans le plafond et découvrent des sacs de weed, de médicaments et de billets. Ils embarquent son père et très vite, Tony n'a plus d'endroit où dormir. À peine 18 ans, il se met à vivre dans la rue, à dormir dans sa voiture ou sur le canapé de son ami Hillel. Il développe au même moment une addiction forte aux drogues dures et il se shoot de plus en plus régulièrement à la coke et à l'héroïne. Il est sur une pente très dangereuse. Heureusement, la musique va venir le sauver.
À l'été 1982, le groupe de rap new-yorkais Grandmaster Flash and the Furious Five sort le son The Message. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Pour beaucoup, c'est le son le plus important de l'histoire du rap. Avant ça, les MC, c'était les mecs qui ambiançaient les soirées et qui étaient là pour mettre le DJ en avant. Mais là, pour la première fois, les rappeurs prennent toute la lumière. Chacun avec sa propre personnalité et avec des textes qui reflètent la situation difficile dans les quartiers. Anthony entend ça à la radio et il se le prend en pleine face. Il achète la cassette et l'écoute des centaines de fois. Quelques mois plus tard, il assiste au premier concert du groupe à LA et il a alors une révélation. Il retrouve Flea dans sa cuisine et il lui annonce la nouvelle: je vais devenir rappeur. Anthony devient alors Tony Flow, le MC. Alors oui, le blaze est pas fou, mais faut resituer la dinguerie. On est en 1982, on est 10 ans avant Tupac et Biggie, on est 20 ans avant Eminem et Jay-Z, on est 30 ans avant les freestylers de soirée. À l'époque, le rap n'en est qu'à ses balbutiements. Il y a très peu de rappeurs et encore moins de rappeurs blancs. Qu'à cela ne tienne, Tony Flow aka Antoine the Swan écrit alors son premier texte de rap qui parle de ses potes, de la vie à Los Angeles et de ses prouesses sexuelles. LA's the place that's my mind ablaze. For me it's a race through a cat picking maze. For you to chase, but I lose you in the haze. And I spend your days kitchen raising your cheese go out. Si cette scène avait eu lieu aujourd'hui, Anthony aurait téléchargé des type beats sur YouTube, il aurait enregistré son premier son avec un micro à 50 balles et une Focusrite. Mais à l'époque, si tu voulais faire de la musique, il fallait un groupe. Il propose donc à ses potes Flea, Hillel et Jack de l'accompagner. Ils acceptent principalement pour déconner et ensemble, ils forment Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. En gros, Tony Flow et les maîtres du chaos. Ils composent le son en vite fait en s'inspirant d'un titre du groupe de funk Defunct et un de leurs potes DJ leur propose de jouer leur ébauche en club le soir même. Or à l'époque, il n'y a qu'un seul club à LA qui passe du hip-hop, c'est le Grandia Room. Le groupe se pointe donc devant la salle et la suite appartient à la légende. Le groupe fait son entrée dans le club. La salle est minuscule, il y a à peine 30 personnes. Anthony porte une robe de chambre en velours et une casquette de chasse orange fluo. Flea vient de se faire un rail d'héroïne. Jack lève les bras et tape sur ses baguettes. 1, 2, 3, top. Tony envoie un salto et le groupe est traversé par une énergie incroyable. Ça enchaîne sur un solo de basse, puis de batterie, puis de guitare. Le public n'a jamais vu ça et il est pris de mouvements incontrôlés. Les membres du groupe non plus n'ont jamais vécu quelque chose d'aussi fort dans leur vie. Ils viennent de trouver leur vocation. À la fin du son, le DJ sort de sa cabine et il leur dit vous êtes chaud pour revenir la semaine prochaine ? Et avec un son en plus, le groupe est lancé. À chaque prestation, ils foutent un énorme bordel et le public est conquis. Chaque fois, ils reviennent jouer un son de plus. Ils ont 3 titres, puis 4, puis 5 et ils en profitent pour trouver un nouveau nom, beaucoup plus sérieux que le précédent. Les piments rouges et chauds du Chili. Pour Anthony, le rap, c'est le meilleur moyen d'exprimer ce qu'il vit et ce qu'il voit au quotidien. Avec Hillel et Flea, ils prennent une coloc dans Pot Alley, un des pires quartiers de Los Angeles, gangréné par un cartel mexicain. Chaque soir, il y a des hélicoptères de la police qui passent pour dissuader les dealers. Tony en fait un son, police, hélicoptère. Le jeune Kiddis écrit aussi une des premières diss tracks de l'histoire dans laquelle il s'en prend aux autres groupes de l'époque. Ça peut sembler un peu bateau comme lyrics aujourd'hui, mais à l'époque c'est frais, c'est nouveau. Une fraîcheur neuve parmi nous. Et musicalement aussi, la formule, elle est inédite. Le groupe reprend l'énergie du punk rock avec des riffs agressifs, mais ajoute 2 éléments qui n'avaient jamais été combinés auparavant. D'abord le côté psychédélique grâce à la guitare d'Hillel et ses solos inspirés de Jimi Hendrix.
Et surtout le côté funk, syncopé et incisif incarné par le jeu de Flea à la basse. We play bone-crunching mayhem funk. We play it hard, and our motto is always play like you have a big dick. Au lieu d'attaquer les cordes de façon traditionnelle avec l'index et le majeur, Flea les frappe avec son pouce et les tire avec les autres doigts. C'est beaucoup plus violent, ça s'appelle le slap, et il va en devenir une des références absolues. Les membres du groupe font aussi parler d'eux par leur extravagance, à la fois dans la manière de s'exprimer et de s'habiller. Whoa, there they are. It looks like Anthony and Flea. Hey, guys, can we do a little interview here? Hey, Anthony. So, and there's Flea. Hey, Flea, how you doing? Hey. Let's do it. It's just... On the Nation's Music Station. Un soir, ils sont programmés dans un club de striptease et ils décident eux aussi de se dénuder et de jouer avec seulement une chaussette sur la bite. Le Socks on Cocks, ça devient à partir de ce moment-là une de leurs marques de fabrique et certains organisateurs de concerts exigeront même qu'ils le fassent, genre c'était écrit dans le contrat. We're gonna get naked. We're gonna take off all our clothes and jump up on the stage. And we're gonna do it at 12:45 exactly. So set your watches. Everybody synchronize the time. And pretty soon you'll be seeing our fucking cock. Bref, tout ça, ça fait qu'il y a une vraie hype qui se crée autour du groupe à Los Angeles. Ils sont même programmés pour jouer dans un festival aux côtés de Run DMC, un des groupes de rap les plus connus à l'époque. Et logiquement, le label EMI leur propose un deal pour leur premier album. C'est l'opportunité de leur vie. Ils vont enfin pouvoir vivre de leur musique. Anthony et Flea apprennent la nouvelle, ils sont comme des oufs. Ils sautent de partout et direct, ils appellent Slim, mais ça va pas se passer comme prévu. Hillel et Jack jouent en fait toujours dans leur groupe de punk initial qui a changé de nom pour devenir What Is This? Et ils sont aussi sur le point de décrocher un deal en maison de disques. Leur choix est vite fait, ils vont pas lâcher 6 ans de travail pour les Piments Rouges du Chili, qui est juste un groupe qu'ils ont créé pour se marrer entre potes. Anthony s'effondre sur le canapé, il est en pleurs, ma vie est finie, je suis foutu. Flea s'approche de lui et lui murmure, t'inquiète, on va trouver des remplaçants. Et il rentre sur le terrain à la batterie, c'est Cliff Martinez, l'homme au couvre-chef les plus absurdes. Et à la guitare, Jack Sherman. On en reparle dans une seconde. Avec cette nouvelle formation, le premier album du groupe nommé The Red Hot Chili Peppers sort le 10 août 1984 et il est nul à chier. C'est nul! Il est tellement nul à chier que quand Flea a entendu le mix, il a littéralement chié dans une boîte de pizza et il a offert sa déjection au producteur de l'album. Le gars voulait en fait lisser au maximum les aspérités pour avoir des hits qui pourraient passer en radio. Mais évidemment, il n'y a rien du tout qui est jamais passé et ils ont juste perdu l'énergie qui constituait l'âme du groupe. En plus de ça, la connexion avec le guitariste Jack Sherman, elle est vraiment pas ouf. Les Red Hot, c'est des mecs qui donnent tout, qui se saignent sur scène. Flea slappe tellement fort sur sa basse qu'il a un trou qui s'est creusé dans son pouce et il doit le remplir de colle entre les morceaux parce qu'il souffre le martyre. Jack Sherman, lui, au contraire, c'est un mec bien propre sur lui, petite chemise, genre l'italien dans Breaking Bad. Il fait bien attention à bien huiler ses cordes de guitare avec son petit chiffon avant chaque concert et il met du scotch sur scène pour délimiter son espace vital. Du coup, Anthony et Flea passent leur temps à se foutre de sa gueule. Et oublie pas de lubrifier. Ouais, faut bien lubrifier. Sale bouffon, ouais. Et Jack Sherman finit logiquement par quitter le groupe. Le premier album des Red Hot est un giga flop commercial et ils ont même plus de guitariste. Le label EMI décide donc logiquement de leur accorder un deuxième album. Du côté de What Is This, le groupe d'Hillel et Jack, ça patine un peu. Leur premier EP est pas ouf ouf. Et Slim, en particulier, il vit assez mal la séparation avec ses meilleurs amis, Flea et Anthony. En 1985, il se décide, il abandonne l'enregistrement de leur premier album et le rejoint le poste laissé vacant chez les Red Hot Chili Peppers. My name's Hillel, I'm a guitar player for the Red Hot Chili Peppers. I'm in beautiful Miami Beach. And there's a cool wind that brings a shrivel to my nipple. Anthony et Flea, eux, ils ont leur ego blessé par l'échec de leur premier album et ils veulent mettre les moyens
pour le deuxième. Ils se rendent donc dans leur maison de disques pour négocier un budget. Ils arrivent chez EMI, mais la meuf de l'accueil leur dit que le mec qui gère leur dossier est en réunion et qu'il faudra donc revenir plus tard. Les deux compères se découragent pas pour autant, ils sont bien décidés à ce que le label ne les oublie pas. Ils vont dans les chiottes, ils se mettent à poil, encore une fois, et ils foncent vers la réunion. Ils arrivent dans une pièce avec 20 mecs en costard avec leur attaché case et leur petit calepin. Ils se mettent sur la table et ils tapent leur meilleure danse en imitant des bruits d'animaux avant d'être poursuivis par la sécurité jusque sur Hollywood Boulevard. Là, ça en est trop pour la maison de disques qui décide de leur filer 5000 $ d'avance pour leur prochain projet. Écoutez, je sais pas comment expliquer, je sais pas. Le groupe reçoit le pactole et ils décident de tout claquer dans de la drogue. Mauvaise idée. Ils consomment tellement qu'à un moment ils ont même plus de quoi payer leur dealer. Un soir le gars vient donc les menacer avec 2-3 amis pas très commodes et à la place de le payer, il lui propose de poser sur leur prochain projet et on peut encore aujourd'hui entendre la voix de Louis le dealer au début du son, Yertle the Turtle. Look at that turtle go, bro. Au niveau producteur aussi, ils veulent mettre le paquet, ils veulent le meilleur, ils veulent Rick Rubin. Rubin, c'est le fondateur du label Def Jam. C'est une légende du hip-hop puisqu'il produit à ce moment-là les groupes Run DMC et Public Enemy. Rick arrive au studio, il voit des mecs chelous, complètement foncedés et de la drogue qui traîne sur toutes les tables. Il fait demi-tour, il prend un taxi et il rentre chez lui. Les Red Hot débarquent alors à Détroit pour travailler avec un autre producteur, un des rares mecs sur Terre encore plus foncedés qu'eux, George Clinton. Hey, check it out, y'all. Don't tell nobody, but I'm producing the Red Hot Chili Peppers. I know what they're going on. They gave me $12,000. I'm gonna make a smash out of them suckers. George Clinton, c'est une légende du funk des années 70, connu pour ses groupes Parliament et Funkadelic. Lui, il comprend qu'il faut laisser s'exprimer toute l'énergie vitale du groupe. Il faut pas les lisser, mais au contraire les encourager dans leur style chelou. Clinton amène aussi sa science du funk, sa manière d'utiliser les harmonies vocales et les cuivres pour sublimer l'énergie brute du groupe. Et ça donne des morceaux incroyables comme Hollywood, American Ghost Dance ou The Brothers Cup. De son côté, Anthony affirme son flow avec des paroles qui parlent de la vie à Hollywood, de sa bande de potes et également énormément de cul. Il se dit tiens, si je faisais un morceau de rap qui parle de sexe, et voilà, sex rap, clair, net, précis. And now we're gonna get it on in the groove that makes those smooth hips move. We are fucking that driving better rhythm to make those pretty little pussy lips skin. Ce genre de paroles leur vaudront pas mal d'emmerdes avec des associations de parents qui vont essayer pendant des années de faire annuler leurs concerts. Ouais, on en a rien à foutre. Merde. L'album Freaky Styley sort le 16 août 1985, un an pile poil après le premier, et il est excellent. Et même si le mix a un peu vieilli, ça reste un de mes albums préférés des Red Hot, et c'est sans doute le plus funky de tous. Jack Irons est enfin convaincu par le projet, et il rejoint le groupe, qui retrouve alors sa formation originale. Niveau vente, par contre, on est toujours sur des performances flopesques. Ça se vend pas du tout. Mais il y a un public d'initiés qui se forme et ça leur permet de réaliser des tournées de concerts avec même quelques dates en Europe. Paris is wonderful. I didn't really get a chance to see the Eiffel or the Louvre. But I did get a chance to go to a nightclub after the show. Le groupe expérimente alors la vie de rockstar, sexe, drugs and rock'n'roll. Anthony Kiedis affirme dans sa biographie qu'il couchait à cette époque avec une fille différente chaque soir pendant les centaines de dates qu'il réalisait à travers les US. À l'époque, il commence à être considéré comme un sex symbole. Aujourd'hui, on le considérait surtout comme un mec extrêmement lourd. Et niveau drogue, si Jack et Flea fument surtout de la weed, Anthony et Slim, eux, ils deviennent addicts à la China White, une variété particulièrement pure d'héroïne. Anthony, en particulier, il entre dans une spirale infernale. Il n'a plus aucune hygiène de vie. Il se retrouve à traîner sous des ponts avec la mafia mexicaine et il se drogue en utilisant des seringues qui traînent par terre et l'eau des flaques de pluie. Cette situation dramatique lui inspirera des années plus tard le son Under the Bridge.
Avant chaque concert, Tony doit prendre sa dose, sinon il tient pas la longueur. Un soir, il se cale dans un coin sombre à quelques rues de la salle de concert, il remonte sa manche prêt à se piquer et là, un ado frappe à sa vitre. « Anthony, je suis un de tes plus grands fans, j'ai trop hâte de voir le concert !» Cette rencontre remplit Anthony de honte. I was touched by the enthusiasm and just I felt honestly a little bit demoralized about because I was going through this weird time and I knew I would not be at my best. Pourtant, la situation ne s'arrange pas et il se met à carrément rater des concerts. Parfois, le groupe est obligé de faire rapper un autre pote à sa place. Et au moment de travailler sur l'album suivant, Tony s'éclipse des semaines entières pour se shooter dans des motels miteux au lieu d'écrire ou d'enregistrer des sons. Au début de l'année 1987, Flea, Hillel et Jack prennent alors une décision difficile. Ils décident de virer Anthony du groupe. Anthony rentre alors chez sa mère dans le Michigan. Quand elle le voit arriver, elle est choquée. Il a perdu beaucoup de poids, il a les traits creusés comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Elle l'emmène alors immédiatement dans une association d'aide aux victimes d'addiction où il suit un sevrage de 20 jours. C'est la première fois depuis qu'il a 11 ans qu'il passe autant de temps sans prendre aucune drogue. Grâce à ça, il sort enfin la tête de l'eau et après quelques semaines chez sa mère, il rentre à LA bien décidé à reprendre sa place dans le groupe. Dans l'avion du retour, il écrit sa détermination contre l'addiction, ce qui donnera le son Fight Like a Brave. Avec Anthony sobre, le groupe boucle le 3e album en quelques semaines. The Upfleet Mofo Party Plan sort en septembre 1987. On y retrouve globalement la même recette que sur l'album précédent, des déclarations d'amitié sur Me and My Friends, du cul sur Party on Your dont le nom est encore censuré aujourd'hui, et surtout d'excellents sons funk comme Funky Crime. Pour fêter la sortie de l'album, Anthony décide de s'accorder une petite récompense et il replonge immédiatement dans la spirale infernale de l'addiction. Mais ce n'est pas lui qui va en payer le prix le plus fort. Le 25 juin 1988, Hillel Slovak, le guitariste des Red Hot Chili Peppers, décède d'une overdose d'héroïne. Les membres du groupe sont sous le choc. Anthony ne veut pas y croire et il s'envole au Mexique pour fuir la réalité. Flea s'enferme dans son appart pendant plusieurs semaines. Jack, lui, ne s'en remettra pas et il ne rejouera plus jamais avec le groupe. Les Red Hot Chili Peppers n'existent plus. De retour en Californie, Anthony se rend au cimetière du Mont Sinaï. Là, il se retrouve face à la tombe d'Hillel, à qui il promet de ne plus jamais planter d'aiguille dans son bras. À partir de ce moment-là, il ne prendra plus aucune drogue. Il retrouve Flea et dans leur cœur, la décision est prise. Il faut recréer le groupe pour honorer l'héritage d'Hillel et pour continuer le destin incroyable que l'univers leur a réservé. Hillel Slovak was one of the biggest influences that this band ever had and one of the most important creative elements. Everything that we always do forever will always have a big part of him in it. Il leur faut donc un nouveau batteur et un nouveau guitariste. Vous vous rappelez de cet ado ? Il s'appelle John Frusciante, il a désormais 18 ans et c'est un des plus grands fans des Red Hot. Il rêve d'être une rockstar et il est tellement fanatique d'Hillel Slovak qu'il a appris à jouer tous ses morceaux à la guitare. Il réussit à expliquer ça à un pote de Flea qui le plug avec le bassiste. Mike invite alors John chez lui pour tenter un petit jam improvisé. Flea commence à jouer une ligne de basse, Frusciante branche sa guitare, il attaque quelques cordes et là, l'univers se fracture. La connexion entre les deux est tout simplement divine. Leur premier jam est tellement ouf qu'il finira sur l'album suivant sous le nom Pretty Little Ditty.
La mélodie est tellement efficace que sa reprise par le groupe de hip-hop Crazy Town tapera la première place des charts américains. John est donc officiellement intronisé. I'm God for Shaka of the Red Hot Chili Peppers! Niveau batteur par contre c'est beaucoup plus compliqué. Ils en testent une trentaine mais aucun n'arrive à suivre le rythme endiablé et syncopé des lignes de basse de Flea. Chad Smith arrive et là, tout le monde éclate de rire. Il a un look de merde, une coupe de merde. On dirait un vieux rocker bof. C'est le fils de Johnny Hallyday et de Patrick Sébastien. Il s'avance dans la salle et Anthony lui assène directement un « Ok, ça va pas le faire, suivant ». Mais Chad, il en a vu d'autres. Il s'installe sur la batterie et il se met à la fracasser. Il joue fort, il joue juste, il arrive sans problème à suivre Flea et il en remet une couche pour imposer son propre rythme. Don't try that at home, kid. You may hurt yourself. Il est juste trop fort. Le groupe doit se rendre à l'évidence. Il lui propose alors un ultimatum. Ok, on te prend, mais seulement si tu te rases la tête. Évidemment, Chad s'en bat les couilles, il garde la même coupe et les Red Hot sont de retour. For those of you who don't know, we're the Red Hot Chili Peppers. We're standing on the top of Hollywood on the Capitol Tower right now. You never heard of us? Well, that's all right. We play hardcore, bone crunchy, mayhem, psychedelic, sex funk from heaven. And we're here to perpetrate the funk into your anal cavity like this. All right? So pay attention, because I'm talking. Le projet Mother's Milk sort le 16 août 1989. Pour le premier album d'une toute nouvelle formation, il est très réussi. Une compétition saine s'est créée entre Flea et John. Ils veulent s'impressionner l'un l'autre et ils se portent mutuellement vers le haut. Et ça donne des solos gigantesques, tantôt de guitare, tantôt de basse. Parallèlement, Anthony arrive à donner un côté plus accessible à certains sons en abandonnant le rap pour le chant. Et ça rate pas, le single Knock Me Down et la reprise de Stevie Wonder Higher Ground sont leurs premiers succès et Mother's Milk, leur premier disque d'or. Le groupe passe désormais à la radio et réalise une gigantesque tournée mondiale avec 135 dates, dont des concerts à New York, à Londres, à Osaka et à Besançon. Oui, à côté de Dijon, là, sur l'autoroute A36. John devient enfin la rockstar qu'il rêvait d'être dans sa chambre, avec toute la drogue, le sexe et les innovations capillaires que ce mode de vie lui permet. Et les Red Hot Chili Peppers ne le savent pas encore, mais toutes les conditions sont désormais réunies pour réaliser le meilleur album de tous les temps. On arrive au début des années 90 et on entre dans l'âge d'or du CD. Regardez bien ce disque. Ce disque, c'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique. L'industrie musicale commence à amasser des milliards comme jamais auparavant et tout le monde se bat pour signer la nouvelle pépite. La Warner dégaine alors le chéquier et offre aux Red Hot $1 million chacun pour leur prochain album. At this point, we're almost on a snowball. The band, we have the recognition, we've got the credibility. Got the fan base. We have everything going for us. Really shouldn't be anything in our way. Where it's going is, I feel it's going straight up. I mean, it's going to get as big as it could possibly get. Les années de galère sont terminées. Plus besoin de dormir dans une voiture, de revendre une cafetière pour s'acheter de quoi survivre une journée de plus. Les 4 membres achètent chacun une maison. Ils en profitent aussi pour régaler leurs proches. Anthony paye une maison à son père ainsi que les frais de scolarité de sa petite sœur et ça fait plaisir. Et pour enregistrer leur nouveau projet, le groupe loue un énorme manoir hanté dans lequel ils vont vivre pendant plusieurs mois. Et quand je dis hanté, c'est vraiment hanté. La maison a appartenu par le passé au magicien Harry Houdini, connu pour ses disparitions spectaculaires, et elle a gardé depuis une aura particulière. The house, by the way, is an ancient Hollywood ruin, and it's of course haunted. We had these psychics that came up here, and at one point they said that they saw a lady in black walking in the back, and she was a ghost. The main ghost in the house was up in the tower, right up there. That's the only way to get to it.
And we're all scared to go up there. J'ai moi-même eu l'occasion de m'y rendre et il y a un délire chelou. Je vous le dis, c'est vraiment bizarre. Bref, le truc cool, c'est que le groupe peut vivre ensemble et en plus, pour la première fois, la formation ne change pas entre deux albums. Ils ont donc le temps de développer une connexion humaine et musicale beaucoup plus profonde que d'habitude. Ils mangent ensemble, ils regardent la télé ensemble et ils se racontent les pires conneries à longueur de journée. Like that whole thing, like up past the wrist. Ah là! Eh ben dis donc! Et surtout, ils enregistrent directement dans le manoir, au lieu d'aller en studio, ce qui est vraiment novateur à l'époque. Ça permet aux membres du groupe d'être vraiment à l'aise et de capturer la magie et l'énergie de l'instant. It's such a relaxed, natural way to record music. We just wake up in the morning and eat our breakfast, drink our coffee, let the tape roll and play, and it was just like a natural extension of living, as opposed to going into this really sterile environment and having to deal with, you know, secretaries. En fait, c'est un des tout premiers home studio et le concept de retraite pour enregistrer un projet, il sera repris par beaucoup de monde par la suite. C'est d'ailleurs dans ce même manoir que Jay-Z enregistrera 99 Problems 10 ans plus tard. 99 problems, but ain't one. Hit me. Et celui qui est derrière cette idée brillante, c'est Rick Rubin. Et oui, parce qu'après avoir refusé de produire les Red Hot en 1985, il sent que cette fois, le groupe est beaucoup plus sain et prêt à franchir un palier. Et Rick est lui-même mieux armé, puisqu'après avoir fondé Def Jam et accompagné bon nombre de groupes de rap, il est désormais également à la tête de Def American Recordings, un label spécialisé en hard rock et en metal. Il est donc la personne parfaite pour ce job. Bon bah revenez demain, à 9h. Je reviens demain. Et Rick, il a une idée très précise de comment faire entrer le groupe dans une nouvelle dimension. Il a une philosophie qu'on peut résumer en 3 mots, less is more. Moins égale plus. Les Red Hot, c'est un groupe très technique. Chad est trop fort à la batterie, John est trop fort à la guitare, Flea est un dieu vivant de la basse et ils ont tous tendance à en faire des caisses pour s'impressionner les uns les autres. Pour Rick, les sons, ils sont trop remplis et ça nuit à la puissance et à l'émotion que la musique véhicule. Et du coup, il force chaque membre du groupe à simplifier son jeu. Si tu simplifies pas ton jeu, fais attention. It is so hard because there's so little time and sing. But just keep them really simple. Ba-dum. Flea en particulier, c'est devenu la référence de tous les jeunes bassistes et tout le monde s'est mis au slap et aux lignes de basse bourrées de notes agressives. Cette fois-ci, il va donc prendre tout le monde à revers avec pas mal de parties jouées au doigt pour un son plus rond et surtout plus minimaliste. Instead of me trying to like prove myself as like, you know, hey, I'm the bitch and bass player and I can do this and I can do that, I'm the fastest and the hardest, was to not think of playing but just to think about listening and to just play what was right for the song to make the song good. And if he wanted to, he could play 10 billion notes. But, you know, just one simple note is a beautiful thing. Grâce à cette nouvelle approche, les Red Hot arrivent à trouver leur style, à fusionner leurs énergies et surtout à laisser parler l'émotion. I've never taken anything so seriously in my life, and I've never been so proud of anything that I've ever done because I've always felt like I was a failure, and now we've done something as a band of friends that I'm 100% proud of. Et on va pas passer par 4 chemins, l'album Blood Sugar Sex Magik sort en 1991 et c'est un chef-d'œuvre. C'est le meilleur album que j'ai écouté dans ma vie. Voilà, c'est dit. Il y en a plein qui sont incroyables, mais celui-là, c'est au-dessus. Il est dans sa ligue tout seul. En fait, c'est le mix parfait de l'énergie funk et hip-hop qui a porté le groupe depuis les années 80 et en même temps de l'émotion, de la simplicité et des mélodies qui feront aussi leur succès dans les années 2000. Les 2 singles qui portent le projet reflètent d'ailleurs bien cette dualité. Give It Away, c'est la puissance du funk et des flows rappés. Et Under the Bridge, c'est l'émotion pure et simple de la guitare et des parties chantées. Bon, ce son-là, vous le connaissez sûrement, et c'est normal puisque c'est leur premier énorme hit. Ils se classent 2e au Billboard américain. L'album se vend à 12 millions d'exemplaires et le groupe devient mainstream. Et je pourrais vraiment parler de cet album pendant des heures, mais je vais me limiter à 4 raisons pour lesquelles je le trouve incroyable. D'abord, c'est un projet qui porte de vrais messages politiques. Le premier son de l'album, The Power of Equality, il dénonce le racisme systémique des États-Unis qui s'exprime à travers des organisations comme le KKK et aussi à travers certains médias.
Avec ce message, le groupe s'inscrit dans la directe tradition de Public Enemy, groupe de rap extrêmement engagé qui est d'ailleurs cité dans le son. Les Peppers rendent souvent hommage au groupe new-yorkais en jouant le refrain de You're Gonna Get Yours sur scène. Ensuite, c'est un projet extrêmement vrai, extrêmement réel. C'est brut, c'est vrai, c'est réel. Anthony, il a une approche de rappeur, c'est-à-dire qu'il base ses textes sur des expériences vécues et il arrive à retranscrire ses émotions de façon extrêmement honnête. Il y a bien sûr le thème de l'addiction et de l'autodestruction sur Under the Bridge, mais il y a aussi la souffrance de sa dernière rupture amoureuse qui donne le magnifique son I Could Have Lied. Le solo là, à chaque fois, j'ai des frissons. Et un des sons qui m'a le plus touché, c'est Soul to Squeeze. C'est une ballade magnifique dans laquelle Tony évoque la maladie de son père Blackie qui commence à souffrir de démence à cette époque-là. Ce son, ils l'ont pas gardé dans l'album parce qu'il y avait pas la place, c'est dire le niveau du bordel. Vous vous rendez compte où il y a que moi qui pète mon crâne? Ensuite, il y a des émotions plus positives et des sons qui transmettent une grande énergie. Comme le nom du projet l'indique, ça a souvent un rapport avec le sexe. Yes! Dans ce projet, ils arrivent à retranscrire une forme d'énergie sexuelle sans pour autant tomber dans la beaufrie ou dans la provoque gratuite. The fact that we have such a powerful sexuality to our music and to our performance and to our lyrics correlates with the fact that we're completely free in everything that we do. We're not afraid to be completely honest with our sexuality. We don't try to hide it. And so it just sort of manifests itself in a natural way. Ça donne des sons incroyables comme Sir Psycho Sexy. C'est la quintessence du funk, le summum du flow. Et les lyrics les plus obscènes de l'histoire. Je sais même pas quel passage mettre pour pas me faire sortir la vidéo. Damso à côté, c'est le pape François. Regardez cet arbre. Ça paraît fou, mais il est connecté à l'autre. Comme un couple d'amoureux. L'outro de ce son, c'est la plus belle chose que mes oreilles aient entendue de leur existence. C'est un don du ciel. J'aimerais que ça soit ce son-là qui retentisse le jour où je quitte cette terre. Et dans cet album, les Red Hot, ils repoussent les limites de ce qu'il est possible de faire musicalement. Ils ramassent des bouts de métal sous un pont, ils les tabassent à coups de marteau et ça donne le break légendaire du son Breaking the Girl. Les Red Hot Chili Peppers sont alors sur le toit du monde. Artistiquement, ils sont à leur prime. Ils ont un énorme succès commercial. Ils entament une tournée mondiale, dont une partie des dates se fera en duo avec l'autre groupe qui explose tout en 1991. Nirvana. Tout semble donc parfait. Pourtant, la formation s'apprête à vivre le moment le plus sombre de son histoire. Après des mois à vivre d'art et d'eau fraîche dans le manoir, le retour à la réalité, il est assez rude. John en particulier, il vit mal ce nouveau statut de superstar. Il doit enchaîner les clips, les concerts, les interviews, c'est pas du tout la vie qu'il s'imaginait quand il était ado. En fait, il a l'impression de plus être un artiste, mais d'être devenu une célébrité. Petit à petit, il s'isole du reste du groupe et malheureusement, il reproduit les erreurs d'Hillel en se laissant sombrer dans une addiction à l'héroïne. À partir de là, la situation se dégrade rapidement. La tension monte entre John et Anthony qui lui est sobre depuis 4 ans et voit cet usage de drogue d'un très mauvais œil. D'autant que John commence à prendre beaucoup de liberté artistique, voire carrément à saboter les performances du groupe. En 1992, lors du Saturday Night Live, devant des millions de personnes, John improvise totalement et massacre Under the Bridge. Sometimes I feel like I don't
Anthony est tellement vénère qu'il lui envoie un coup de pied en direct à la télévision. Ça en est trop pour John qui quitte le groupe en mai 1992. Son addiction devient incontrôlable et il rentre dans une spirale infernale de dépression et de toxicomanie qui l'emmèneront jusqu'aux portes des enfers. Le coup est très dur à encaisser pour les autres membres du groupe, d'autant qu'une série d'événements tragiques est sur le point de se produire. En 1993, alors que Flea joue au Viper Room, un club de Los Angeles, un de ses meilleurs amis, l'acteur River Phoenix, commence à convulser devant la salle. Flea l'emmène directement à l'hôpital, mais il ne peut empêcher la mort de son ami, victime d'une overdose de speedball, un mix d'héroïne et de cocaïne. Flea entre alors dans une dépression profonde et il n'est plus capable de se mouvoir pendant plusieurs mois. Quelques temps plus tard, il écrira un texte en hommage à River Phoenix qui deviendra le son Transcending. L'année suivante, Kurt Cobain, le frontman de Nirvana, est retrouvé mort dans son salon. Son suicide violent affecte énormément Anthony, qui avait eu la chance d'évoluer à ses côtés et s'était reconnu dans son approche de la vie. When I think about Kurt dying, I think about, you know, a father and just a sad, lonely guy who didn't quite get a chance to figure it out before he got in so much pain that he used a permanent solution for what could have been a temporary problem. Le groupe dédiera le son Tearjerker à Kurt Cobain et lui rendra aussi hommage des années plus tard dans Californication. Now you know I love you so. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the sphere singing songs off station to station? Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Anthony a une rage de dents et doit se rendre chez le dentiste. Bon, vous allez me dire, c'est pas très grave, sauf que pour arracher sa dent, le chirurgien lui administre une dose de Valium, un puissant sédatif. Le problème, c'est que son effet est très ressemblant à celui de l'héroïne et il réactive le manque chez tous les anciens addicts. Anthony sort de là et il se rend directement en pharmacie. Bonjour, je voudrais des seringues s'il vous plaît. Eh mais vous êtes le chanteur des Red Hot Chili Peppers? Ah oui, en fait je suis diabétique. Ouah c'est fou, je savais pas. Eh bien voilà pour vous. Anthony se rend ensuite downtown, près du pont où il a gâché sa vie par le passé. Il fait le plein de coke et de China White et il perd connaissance chez lui. Le lendemain il se réveille et prie pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'avoue à personne qu'il a replongé, même pas aux autres membres du groupe. Il va alors s'isoler de plus en plus et il se contentera de cacher des appels à l'aide dans ses futures paroles. Someone better slap me. Et Chad, pendant ce temps, eh bien Chad, il nage dans l'océan au large de l'Australie quand un requin marteau de plus de 3 mètres s'approche de lui. Il décide de faire le mort mais le squale attaque et Chad l'esquive in extremis. Le requin lui arrache un bout de peau sur le bras gauche et trace sa route. Chad est passé à quelques centimètres de la mort. Et je vous jure que j'en fais pas des caisses, c'est vraiment arrivé comme je viens de le raconter. Tous les membres du groupe sont donc en piteux état, mais ils réussissent à convaincre un nouveau guitariste de les rejoindre. Il s'appelle Dave Navarro et il est connu pour son activité dans le groupe culte Jane's Addiction. Et s'il accepte de rejoindre le groupe dans une période aussi sombre, c'est qu'au fond, Dave, il est encore plus dark qu'eux. À l'âge de 15 ans, sa mère s'est faite assassiner par son ex-compagnon. Et depuis, il traverse la vie telle une âme perdue dans l'immensité de son chagrin. C'est de la poésie, voilà ce que c'est. Musicalement, Dave, il vient du métal, du hard rock avec un délire assez gothique. Et ça va beaucoup influencer le style du groupe. Les Red Hot s'éloignent du funk ensoleillé et convivial pour un rock plus sombre et plus introspectif. One Hot Minute sort le 12 septembre 1995 et c'est un disque extrêmement triste. I was not feeling so happy at that moment in time. I was really sort of assessing some of the darker realities of my existence and things that I
was born to contend with. Les paroles du projet retranscrivent avec justesse la situation difficile que traverse le groupe et son entourage. I was talking to my friend who had no idea what he wanted to do, and he was just depressed and he wanted to kill himself. I was getting calls from my girlfriend, my ex-girlfriend who was in prison. I was thinking about our ex-guitar player, John Frusciante, who left the band because he was just troubled, you know, by the reality of this planet. And it just seemed like everybody that I loved and was close to was just completely disintegrating. Et musicalement, cette détresse, elle est retranscrite par des passages lents et souvent bordéliques. Sur One Big Mob, le solo de guitare est même remplacé par l'enregistrement d'un enfant qui pleure. Le public ne se retrouve pas trop dans cet univers sombre. Le disque est un relatif échec commercial et la critique est très mitigée. Pourtant, cet album, moi je le trouve incroyable. Certes, il y a moins de hits, mais si on l'écoute d'une traite, il y a une unité et une atmosphère hors du commun. Et à chaque écoute, je ressens des émotions qu'aucun autre album ne peut me procurer. Et comme Anthony était souvent absent à cause de son addiction et Dave venait tout juste d'arriver, c'est Flea qui a écrit la majorité du projet et son jeu est plus magistral que jamais. Pour le plaisir, je vous mets quelques passages au groove astronomique. Voilà, tu viens de prendre un plaisir fou, un plaisir inouï grâce à moi. Le groupe apparaît également pour quelques dates de concerts comme le festival Woodstock pour lequel il se transforme en ampoule. Mais malheureusement, le courant passe mal avec Dave Navarro et le groupe s'apprête à disjoncter. Chad et Anthony subissent chacun un accident de moto, le premier se démet l'épaule et le second cumule 11 fractures au poignet, ce qui éloigne le groupe de la scène pendant plusieurs mois. Les Red Hot effectuent leur retour au Mont Fuji, le célèbre volcan japonais, mais un ouragan éclate et fait s'envoler une bonne partie du décor. Ils sont alors obligés d'abandonner le concert en plein milieu. Cet événement cataclysmique symbolise la fin d'un groupe qui n'a jamais vraiment retrouvé la symbiose de la formation avec John. Dave quitte donc les Red Hot Chili Peppers en avril 1998. Pour Flea, l'aventure est terminée. Il a perdu ses meilleurs amis. Hillel et River sont morts, John a disparu, Anthony s'est éloigné de lui et pour ne rien arranger, il vient de se séparer de la mère de sa fille. Sa dépression ne fait que s'aggraver. Plus rien désormais ne pourra ramener les Red Hot à la vie. Enfin, il faudrait un miracle. De l'autre côté de Los Angeles, John Frusciante est perdu dans le monde des morts. Il dort dans un champ de bataille, parfois à même le sol. Et physiquement, il fait peur. Il fait même très peur. Il pèse à peine 40 kilos et il a les bras pleins d'hématomes à force de se piquer n'importe comment. I'm a junkie and I love shooting up and that means I'm self-destructive and you know. Au bout de 6 ans d'autodestruction, il est à 2 doigts de disparaître. Sa mâchoire souffre d'une grave infection et son système immunitaire est défaillant. Il est hospitalisé d'urgence et les médecins sont obligés de lui arracher l'intégralité de ses dents pour le sauver. De son côté, Anthony a lui aussi sombré dans l'addiction. Une nuit, alors qu'il conduit défoncé, il croise un élan sur la route. Il l'esquive in extremis et manque de s'écraser dans un arbre. Cet épisode lui sert de déclic. Il suit un programme de désintoxication, il arrête les drogues, l'alcool et la viande et il se remet en ordre de marche. Il va alors rendre visite à John à l'hôpital. Ça fait des années qu'ils se sont pas parlé à part pour s'insulter et c'est là qu'interviennent 2 miracles. D'abord, John et Anthony se réconcilient et ensuite, John se décide à briser la spirale infernale et à revenir dans le monde des vivants. Quelques semaines plus tard, Flea propose à John de venir jammer avec le groupe dans son garage. Même si Frusciante est très affaibli, tout le monde est obligé de constater que l'alchimie est toujours là. Flea demande alors à John s'il serait d'accord pour rejoindre le groupe. John commence à se chialer dessus et il répond « Y a rien au monde qui me ferait plus plaisir. » On est en 1998, Zizou plante 2 buts de la tête et les Red Hot
sont de retour. Le groupe sait qu'il revient de très très loin. Leur première sortie, Scar Tissue, c'est une métaphore de la cicatrice qu'ils portent dans leur cœur après toutes ces épreuves. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. With the birds that shed it's a lonely view. And with the birds that shed it's a lonely view. Dans le clip, on voit les membres du groupe en pleine traversée du désert. Ils sont tous blessés et même la guitare de John est cassée. Et c'est vrai que Johnny, il sait plus trop jouer de la guitare. Ses bras sont super faibles, il a pas performé en groupe depuis 6 ans et il a plus du tout sa technique de l'époque. Et ça va l'obliger à simplifier énormément son jeu, à jouer peu de notes, mais du coup à tout miser sur l'émotion, avec des sonorités plus travaillées et avec plus de texture. C'est le cas par exemple de ce magnifique et extrêmement simple solo de Scar Tissue. L'album Californication sort le 8 juin 1999 et il marque le principal tournant dans le style des Red Hot Chili Peppers. Les sons sont plus simples, plus efficaces, mais également plus pop, en délaissant souvent les côtés funk, punk et rap pour des mélodies qui se veulent plus accessibles et plus universelles. Et les sons, vous les connaissez forcément. Californication, c'est encore à ce jour l'album le plus vendu de l'histoire des Red Hot. C'est celui qui fait référence quand on parle de ce groupe. Leur fame atteint un nouveau step au niveau mondial, notamment en France et en Europe. À partir de là, tout le monde se met à écouter. Moi, je vous cache pas que personnellement, je préfère la période où il y a un peu plus de funk et de rap, mais l'album est monstrueux. Et c'est avec ces hits-là que j'ai découvert le groupe à la base. Et au-delà de la musique, les Red Hot, ça a toujours représenté pour moi le rêve américain, la Californie ensoleillée où tout est possible, là où tout le monde est un artiste, là où se créent les meilleurs films, les meilleures histoires et les meilleurs albums. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Anthony, à ce moment-là, il a 37 ans. Et il a donc plus de recul sur ce modèle dont il fait la promotion sans le vouloir. Le son Californication, notamment, c'est une critique lucide et avant-gardiste de tout ce qui va bousculer le monde pendant 20 ans. Le culte de l'image, le flot ininterrompu d'informations et de désinformation, et le capitalisme infernal qui récupère tout tant que ça a une valeur marchande. With the baby inside, getting high on information, and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Vous allez me dire, c'est un peu ironique venant d'un groupe qui vend des millions de disques avec la Warner, mais les Red Hot n'ont jamais hésité à prendre position, en refusant par exemple 2 millions de dollars en échange de l'utilisation de leur musique dans une pub McDo. Bref, avec Californication, les Red Hot sont de retour sur le toit du monde. Ils reprennent les concerts, mais Anthony souffre de plus en plus d'une douleur au tibia. Un médecin lui prescrit alors de l'Ultram pour atténuer la douleur. Malheureusement, il s'agit d'un opiacé de synthèse qu'il ne faut surtout pas donner à un ancien addict à l'héroïne. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et c'est reparti pour un tour. Anthony s'enferme dans un motel de merde avec sa dope et ses seringues. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas seul. Chad, Flea et John frappent à sa porte et ils le sortent manu militari de cette situation délicate. Et le 24 décembre 2000, Anthony entame un sevrage et cette fois-ci c'est la bonne puisqu'il ne retouchera plus jamais à une drogue de sa vie. Le groupe peut donc enchaîner 3 ans plus tard sur un nouvel album, By the Way. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Fly away on my cell phone. I feel it more than ever.
Avec cet album, Frusciante prend l'ascendant sur la création musicale du groupe. La partie mélodique devient beaucoup plus importante que le côté rythmique. La plupart des sons sont composés par John qui trouve les thèmes et les mélodies avec Anthony, et Flea et Chad de leur côté, ils sont un peu délaissés dans la création et ça se ressent dans le projet. Pour autant, l'album est un énorme succès, légèrement en dessous de Californication, mais porté par ces énormes tubes qui ont un retentissement mondial. L'un des groupes phénomènes de la scène rock, punk, funk, que dire, est à Paris, les Red Hot Chili Peppers, parcours chaotique depuis 20 ans, mais gros succès. Et c'est à ce moment-là, dans les années 2000, que les Red Hot atteignent leur forme finale sur scène. Ils ont des tubes de Blood Sugar qu'ils ont quasiment jamais joué auparavant, et aussi les bangers de Californication et de By the Way. Et surtout, John est de retour dans une forme olympienne. Les concerts sont mythiques. Slane Castle en 2003, Hyde Park en 2004, Milan en 2006. À chaque date, le groupe improvise des parties entières du concert, des intros, des outros, des solos. À chaque fois, c'est différent. Je me rappelle qu'à l'époque, je téléchargeais toutes les semaines des MP3 des concerts pour entendre le nouveau solo sur Scar Tissue, l'intro différente de Californication, l'outro de Give It Away. Et l'énergie sur scène, elle était incroyable. J'ai eu la chance de les voir 5 fois en concert et c'est pour moi des expériences magiques, vraiment hors du temps. Et cet arc exceptionnel se conclut avec une consécration ultime, l'album Stadium Arcadium en 2006. C'est le premier album des Red Hot qui se classe numéro 1, non seulement aux États-Unis mais également en France, au Japon ou en Allemagne. C'est tellement une référence que quand Steve Jobs a présenté le tout premier iPhone devant le monde entier, c'est l'album qu'il a choisi pour montrer la fonction musique du téléphone. Red Hot Chili Peppers, I love those guys. Et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs piments puisque le disque est enregistré dans le manoir Houdini avec Rick Rubin. Dans cet environnement familier, le groupe retrouve son équilibre de l'époque Blood Sugar Sex Magik. Le disque est beaucoup plus rythmique que les deux précédents. Flea et Chad sont de retour sur le devant de la scène avec des passages bien funk et bien groovy. Et John s'inspire même de rythmique rap. I've been listening to this, the first Wu-Tang album, End of the 36 Chambers, pretty much every day for the whole writing of the record. I was inspired by the rhythms that the MCs were using in their raps. They were inspiring to me in terms of my guitar playing. And et ça donne des morceaux qui auraient clairement pu avoir leur place sur Freaky Styley. Et pour couronner le tout, Frusciante atteint un niveau stratosphérique. Il réintroduit des parties moins minimalistes dans son jeu et il est juste trop fort, c'est indécent. Two hours later. Thanks for coming to the show. We couldn't do it without you. God bless. Two hours later. Tu penses qu'on devrait lui dire que c'est fini ou Non, t'inquiète, je viendrai le chercher demain matin. La run est incroyable, miraculeuse quand on connaît toutes les épreuves que le groupe a dû traverser. Et après 10 ans non-stop, les Red Hot décident de faire une pause bien méritée. John part de son côté explorer des sonorités plus électroniques et expérimentales. Flea fonde le conservatoire de musique de Silver Lake pour transmettre sa passion aux plus jeunes. Anthony devient daron et Chad entame une grande carrière dans le cinéma comique. Attends, non, je crois que c'est pas... Attends, c'est Chad là? Non, c'est lui? Non, c'est lui? Quelques années plus tard, le groupe reprend, mais sans John qui pense avoir fait le tour de la question. Il est alors remplacé par son ami Josh Klinghoffer. Le groupe sort 2 albums dans les années 2010 et réalise des tournées dans le monde entier. Je vais pas trop étayer sur cette période parce que pour moi, c'est plus vraiment les Red Hot Chili Peppers. C'est plutôt un tribute band. Vous voyez le groupe d'ados qui joue Californication à la fête de la musique avec leur t-shirt Quicksilver trop grand et leur Squire à 50 balles. Oui, c'est moi en 2006. Bon, on passe à la suite ou... Et oui, parce que les forces de l'univers sont trop fortes, les destins trop liés et en décembre 2019, l'histoire se répète, encore une fois. I don't know if he looked at me or if I looked at him or if it was just said, but he said,
I was born to be in this band. And I was like, he is telling the truth. Le groupe sort 2 albums en 2022. L'énergie des débuts est forcément un peu moins présente. Les lyrics sont un peu moins tranchants. Et c'est normal vu qu'ils ont désormais 60 balais et une vie beaucoup plus apaisée et équilibrée. Et c'est tant mieux. Mais pour autant, il y a de très bons sons. Et j'ai pu les voir en concert au Stade de France l'année dernière. Et ils ont absolument rien perdu de leur magie. Au-delà de la musique que je trouve absolument incroyable, il y a plusieurs choses chez les Red Hot qui ont bouleversé ma façon de voir le monde. Et ça, très tôt dans ma vie. D'abord, c'est peut-être un peu niais, mais c'est vraiment le groupe qui démontre la valeur de l'amitié. Les liens qui lient Anthony et Flea, c'est trop beau à voir. Ils se sont rencontrés au lycée il y a 40 ans et aujourd'hui, ils sont encore en train de s'amuser tous les deux sur scène. Et ça, c'est plus important que tout le reste. Ensuite, c'est un groupe qui a toujours voulu dépasser les limites, sauter les barrières mentales de ce qu'il est possible de faire. Ils se sont jamais censurés, ils ont toujours exprimé ce qu'ils avaient sur le cœur et ils se sont jamais enfermés non plus dans un genre musical trop restreint. We're influenced by everything and we love everything, all kinds of music. There's every category of music has something beautiful in it that we love and that affects us profoundly. L'histoire des Red Hot, elle montre aussi ce que ça coûte d'être un artiste. Être un vrai artiste, c'est dédier toute sa vie à sa création. T'as fait comme un fou quitte à se briser les pouces, garder la volonté de toujours apprendre, de toujours se remettre en question et de toujours évoluer. Ce mode de vie peut coûter très cher, il peut même parfois détruire des vies, mais il permet d'accéder à une forme supérieure, presque mystique de l'existence. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vois pas tellement ce que tu veux dire. Et les Red Hot, ils laisseront derrière eux un énorme héritage. Ils ont inspiré beaucoup de groupes de rock comme Rage Against the Machine, System of a Down ou Linkin Park, mais ils ont aussi inspiré beaucoup de rappeurs. Le groupe a notamment collaboré avec Ice Cube, Snoop Dogg et Post Malone. C'est le groupe préféré de Kanye West, c'était aussi le préféré de Lil Peep. Et même parfois dans le rap français, il y a un petit sample qui traîne, c'est plus anecdotique, mais ça me régale toujours. Il fait le miskin, mais en vrai c'est une petite pute. Mais lui une grappe dans sa tête, mais lui en deux mal de city. J'insiste, laisse pas traîner ta sister. Chez nous on la frôle sur les Red Hot Chili Peppers. Voilà, on arrive au bout, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode en entier. C'est sûrement la vidéo la plus importante pour moi sur cette chaîne YouTube, celle que j'avais le plus envie de faire depuis le début. J'espère que j'ai pu vous transmettre un peu de ma passion et que vous avez découvert des choses sur ce groupe. Si vous avez envie d'écouter quelques sons mais que vous savez pas par où commencer, je vous ai concocté une petite playlist. Et l'autre option que je vous conseille absolument, c'est de mater le live à Slane Castle. Il est dispo gratuitement sur YouTube. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format un peu plus long et du fait que j'aborde des sujets un peu plus variés que d'habitude. Et moi, je vous souhaite à tous un bon mois d'août. On se retrouve tout début septembre pour un nouvel arc sur ma chaîne. Et d'ici là, je vous dis bleu!